Yo les amis, on se retrouve ce soir pour la review du chapitre 667 de Bleach, intitulé donc Bigger, Louder and Stronger. Donc ça fait référence au pouvoir du Miracle, hein, qui est de faire grandir son pouvoir de manière exponentielle à mesure qu'on le blesse. Donc ce chapitre était vraiment intéressant parce que en fait on avait beaucoup d'informations par rapport au pouvoir de Kenpachi, pas mal de révélations par rapport au pouvoir du Miracle, et aussi le fait que ça promet un bon combat, je pense. Ça promet un combat qui change un petit peu de ce qu'on a vu jusqu'à présent contre les Schutzwaffel, mais qui sera quand même intéressant, même si je pense que ce sera moins complexe, ça requérera moins de stratégie ou de tactique ou je sais pas quoi. Quoique, le pouvoir du Miracle, c'est pas non plus quelque chose avec lequel la force brute va être l'unique solution. Donc, premièrement, on a quelques informations sur où était Kenpachi et voilà, on a Kenpachi qui arrive, quoi, voilà, c'est toujours intéressant de voir ça. Il était en fait dans la cuve dans laquelle il avait été placé après son combat contre Pernida. Ce qui nous ramène d'ailleurs à ces grandes cuves médicales dans lesquelles il pourrait y avoir aussi Rose et Kensei, je sais pas s'ils sont encore là. J'aimerais que Kubo peut-être les réutilise, ce serait bien, mais je pense que de toute manière ils seront zombifiés pour toujours parce qu'ils étaient morts avant qu'ils se fassent zombifier en fait. Tué par Granny. Donc en fait, bon, j'espère, hein, j'ai encore de l'espérance pour les revoir. J'aimerais bien revoir le troisième acte de Rose, mais bon, ça c'est pas dans le chapitre, donc bon. Kenpachi arrive donc et on le voit sortir violemment de cette espèce de cuve. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'il était en fait vraiment dans un espace un petit peu comme, vous voyez, c'est un espace vraiment interdimensionnel, quoi. C'est un espace où il se passe rien, c'est... il n'y a pas de notion d'espace en fait, pas de notion de temps, pas de notion d'espace. Et voilà, ça lui a permis de se régénérer beaucoup plus vite que ce à quoi s'attendaient Yumichika et Ikkaku, qui encore une fois ne servent à rien, voilà. Ils étaient où pour l'instant? On les a pas vus. J'attends toujours d'ailleurs de voir le Shikai de Yumichika en action et le Bankai d'Ikkaku. Le Bankai d'Ikkaku existe-t-il encore dans la tête de Kubo? Donc, on a Kenpachi qui arrive comme ça, un petit peu, qui fonce tête baissée dans le combat, et c'est une chose qui m'intéresse pas des masses, parce que, encore une fois, c'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus de Kenpachi. Le côté un peu bourrin et amateur de combat, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi j'aime bien quand il est développé, quand il avait été développé face à Unohana, vous voyez. Ça m'avait intéressé, quand Kubo il était allé au cœur de sa relation avec Unohana, du fait qu'il aime le combat, mais c'est pas juste parce que c'est le cliché du bourrin dans les shonen. Kenpachi c'est quelqu'un qui a une... qui aime par essence le combat, mais qui ne souhaite pas mourir. Il est pas complètement idiot, Kenpachi. C'est ça que j'aime bien avec ce personnage. Ce personnage, c'est un personnage assez simple dans le fait qu'il fait ce qu'il aime. Ce qu'il aime, c'est rien d'autre que sentir, si vous voulez, l'adrénaline du combat. Plus le combat va être difficile, plus ça lui plaît. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas non plus l'archétype, le cliché du personnage, si vous voulez, qui va chercher le dent, enfin, qui va chercher quasiment presque la mort. Non, Kenpachi il veut pas mourir. On l'a vu face à Noitra, il était en mode putain, mais je vais peut-être mourir là, c'est quand même un peu con. Et donc ce que j'aime bien, c'est que c'est un personnage très simple, très direct, très carré, un personnage assez droit, dans l'idée que ce qu'il aime c'est le combat, et ce qu'il va chercher c'est le combat. Après, il y a différentes approches à ça, et si c'est juste l'approche ouais je suis un bourrin et j'attaque comme ça sans réfléchir, c'est pas intéressant. Donc voilà, si ça va au cœur de son caractère ça m'intéresse, si c'est juste pour faire de la comédie ou pour voilà, remplir cette fonction là du cliché de l'homme un peu berserk, ça m'intéresse pas du tout. Mais on a quand même en prévision un combat assez intéressant entre le Miracle et Kenpachi, parce que Kenpachi et Miracle c'est deux personnages qui se complètent assez bien, dans le sens que ce sont c'est un bon match-up si vous voulez, c'est un bon match-up. Les deux vont pas se compléter en fait, j'ai dit se complètent bien, mais non ils s'opposent bien en fait, parce que les deux justement sont deux forces brutes qui sont exponentielles. La force de Miracle est au sens propre exponentielle, parce que c'est littéralement son pouvoir. La force de Kenpachi c'est plus inhérent à son potentiel de guerre, finalement c'est le fait qu'il ait une force qui est sans limite. Parce que aussi, il est encore en apprentissage, il est encore en apprentissage de son Shikai, même s'il le possède déjà, faut quand même qu'il le contrôle. Il est encore en apprentissage évidemment de son Bankai qu'il ne possède pas encore, peut-être pas, hein.
Bon, deuxième point, Byakuya et Toshiro, très vite fait. Donc Byakuya et Toshiro, j'ai pas très envie qu'ils interviennent dans le combat. Pour moi, bon, voilà, j'aimerais plus un combat, un duel entre Kenpachi et le Miracle, parce que un duel pour moi c'est toujours plus intéressant. Ça permet d'aller développer les deux personnages, développer leur personnalité et leurs relations durant le combat entre voilà le méchant et le gentil. Je trouve que c'est très intéressant, c'est plus intéressant que d'avoir un groupe massif contre un adversaire, sauf quand évidemment l'idée c'est de faire véhiculer l'idée que l'adversaire est vraiment trop fort pour être contenu par un seul personnage. Mais dans ce cas-là, ça laisse moins d'espace au développement de personnages. Du coup, bon voilà, c'est à peu près tout ce que je dirais. Aussi, juste un petit truc, c'est que j'aime bien la manière dont Kubo développe un peu et fait évoluer les personnalités, surtout celle de Byakuya, qui, je sais pas si vous avez vu, est de plus en plus ironique, de plus en plus sarcastique. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que Byakuya, il change un petit peu. Avant, il était uniquement dans cette posture un petit peu droite, un petit peu traditionnaliste, du fait que, voilà, il est le chef du clan Kuchiki, et que du coup, de ce fait-là, il est obligé de maintenir une certaine droiture, un certain sérieux constant sur son visage. Et là je trouve que le fait qu'il se permette des petits moments sarcastiques par rapport à la taille d'Itsugaya, je trouve que c'est assez drôle. Et de la même façon, le fait que Isugaya avait fait une blague au chapitre précédent, c'est des petits moments humoristiques qui permettent un petit peu de développer les personnages, leur mettre des interactions aussi, faire des interactions entre les capitaines, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et même si c'est un petit détail dans le chapitre, c'est quelque chose, un petit détail que je n'ai pas oublié. Donc troisième point, le pouvoir du Miracle. Donc le pouvoir du Miracle est intéressant parce qu'on voit que, contrairement à ce que je pouvais penser, parce qu'au début je pensais que en forme géant, il allait devenir de plus en plus dur, de plus en plus résistant. En fait non, c'est pas ça. Kenpachi peut le couper facilement, mais simplement il régénère en plus fort. Il pourra se régénérer et toujours construire des cellules musculaires plus puissantes, plus solides, plus résistantes. Alors ça c'est cool, parce que ça... Alors, faut faire attention à ça aussi, parce que, je vais dire c'est cool, mais faut faire attention que ça ne soit pas justement l'occasion pour le Kubo de couper partout Miracle. Vous savez, quand vous êtes, mettons, un robot, par exemple comme le général Grievous dans Star Wars, le fait que vous ayez des membres en métal induit le fait que vous pouvez les remplacer. Et de ce point de vue-là, les scénaristes vont s'en donner à cœur joie pour vous couper tous les membres quand vous combattez. Dans Clone Wars, par exemple, qui est un dessin animé qui racontait l'histoire entre l'épisode 2 et l'épisode 3 de Star Wars, eh bien, le général Grievous, à chaque fois dans ses combats, il a ses mains coupées. D'ailleurs, il s'était fait couper les mains par Obi-Wan aussi. Donc quand il y a un personnage dont on sait que le démembrement est pas trop létal, que c'est pas forcément quelque chose dont il peut mourir, eh bien, les scénaristes ont tendance à abuser un peu de ça. Et j'espère que ça va pas être le cas, parce que ça donne l'impression quand même qu'il fait pas trop attention à esquiver les coups, et c'est pas terrible, je trouve. Mais, quand même, c'est cool, parce que son pouvoir en lui-même, de pouvoir se régénérer, j'ai l'impression qu'il se régénère par rapport au Reishi, un petit peu de la même façon que Lee Barrow se constituait de Reishi, en fait. Et je trouve ça pas mal, parce que du coup, ça met en avant le fait que c'est un petit peu l'équivalent d'un archange, d'un Valkyrie, en fait d'une Valkyrie mais mâle, et du coup que il revêt un petit peu de plus en plus le personnage de l'archange lumineux et défenseur de la justice. Et c'est une chose qui est d'autant plus mis en avant dans le fait que sa personnalité est intéressante dans le combat. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le fait qu'il reste calme, qu'il soit souriant, qu'il dise à Kenpachi mais t'es vraiment un barbare, enfin tu agis de manière cruelle et sadique, et c'est mon devoir donc de te faire tâter de mon épée. En gros l'idée c'est un petit peu voilà, de faire tâter de la justice des Sternritter, voilà, et la justice lumineuse de Joabak. Là j'extrapole pas mal, si vous voulez je développe un petit peu trop, mais je trouve que c'est pas mal si ça va dans ce sens là, si Gérard Valkyrie quitte la personnalité un petit peu bébête du géant qui ne fait que s'énerver et être extrêmement arrogant et faire genre ah oui je suis tellement gros Bon, c'est pas intéressant ça. Par contre, si ça va un petit peu plus dans la personnalité archange, dans le fait que il est là pour faire régner régner la justice, défendre la veuve et l'orphelin, j'aimerais bien que ça aille de ce point de vue-là. J'aimerais bien que ça aille voilà dans ce sens-là. Et contre évidemment un Shinigami, dieu de la mort, les valeurs sont très inversées parce qu'on a le gentil Kenpachi qui est beaucoup plus l'aspect qui a beaucoup plus un aspect méchant si vous voulez, tandis que de l'autre côté on a une sorte de chevalier au grand cœur, d'ailleurs, c'est le cœur du roi des âmes. Donc voilà. Une chose assez marrante comme ça qui me vient à l'esprit, j'ai vu que son épée s'appelle Hofnung, et Hofnung, il y a un mec qui s'appelle, alors c'est Gérard Valkyrie, et Gérard Valkyrie, il y a un mec qui s'appelle Gérard Hofnung. Alors, bah, rien à voir, hein, le mec c'est un dessinateur, c'est un mec qui jouait du tuba, mais rien à voir. Alors à moins que Gérard nous sorte un tuba géant. Non, d'ailleurs Lily Barrow avait déjà fait une attaque de la trompette ultime, donc
ça reste dans leur corde finalement les Stanritter. Alors encore une fois voilà, qui représente l'espoir, donc il y a une espèce de, il y a de belles valeurs accrochées à son personnage et je trouve ça vraiment hilarant parce que c'est vraiment une inversion des valeurs. Et donc voilà, l'interaction entre les deux, j'espère, sera le moyen de développer leur personnalité à tous les deux. Et du coup, le Miracle, j'y viens, son pouvoir. Son épée, en fait, elle prend un petit choc par rapport au pouvoir de Kenpachi, en fait, enfin de l'attaque de Kenpachi. Et du coup, ce que je pense, c'est que non seulement son corps peut prendre les dégâts et les reconvertir en puissance exponentielle, pardon. Et je pense que son épée c'est pareil. Donc à mon avis son épée elle deviendra plus forte, plus puissante, plus solide. Et d'ailleurs de fait quand on voit en fait les deux faire une espèce de clash, ensuite on voit Kenpachi qui a été blessé au niveau du ventre. Je pense qu'en fait c'est simplement le fait que la puissance de son épée a créé une espèce de lame d'air qui a coupé Kenpachi malgré le fait qu'il avait bloqué. Donc passons dernier point au pouvoir de Kenpachi qui est légèrement... dont on a légèrement un aperçu et un développement dans le chapitre. Premièrement, on voit Kenpachi qui passe en mode Shikai, et du coup, il y a Toshiro qui est là en mode What? Bon. Et c'est intéressant parce que, alors, nous seulement, alors, Kenpachi nous avait déjà montré son Shikai, et donc, du coup, son Shikai, on va pouvoir le voir ses capacités, qui sont pour moi, hein, selon moi, purement physiques, hein, je pense pas qu'il faut s'attendre à des pouvoirs spéciaux. Mais voilà, une grande puissance, et on va pouvoir le voir sans le découvrir, sans avoir le mind blown de la découverte. Donc ça c'est plutôt cool. Et on a Byakuya qui dit un truc très intéressant. On pensait jusqu'à présent que le Zanpakuto de Kenpachi était lié à, en forme basique si vous voulez, l'espèce de long katana craquelé, était sa forme en Shikai constant. Mais on a découvert finalement que sa forme Shikai finale, complète, ne correspondait pas du tout à la forme qu'il avait au départ. Et donc, ce qui fait penser, et ce qui est un petit peu la conclusion que fait Byakuya, c'est que sa forme qu'on connaissait jusqu'à présent, c'est une forme scellée, mais comme la puissance de Kenpachi est beaucoup trop puissante, la puissance de Kenpachi est trop puissante, elle est trop débordante, c'est mieux, finalement, il était très difficile pour Kenpachi de contenir dans une forme scellée la toute-puissance de son sabre, et du coup, c'est pour ça qu'on a l'impression que son sabre a envie de sortir, si vous voulez, d'exploser de puissance. Cette forme craquelée, cette très très longue lame, c'est-à-dire c'est un Odashi en fait. Le fait que voilà, il ait une forme assez peu conventionnelle prouve que sa forme scellée était malgré elle déjà un petit peu en train de sortir en mode Shikai. Mais elle n'était pas en mode Shikai, c'était une forme scellée qui, à mon avis, vacillait vers la forme Shikai. Et du coup, regardez d'autres Shikai, comme celui de Urara ou comme celui de Yamamoto, ils peuvent être modelé en fait. Par exemple, celui par exemple, Urara en forme scellée, c'est une canne. Celui de Yamamoto en forme scellée, c'est un bâton. Et du coup, ces mecs-là alors là, je pense qu'ils l'ont fait exprès, ils ont modelé leur forme scellée. Ce qui prouve que les formes scellées sont pas forcément obligées d'être juste des katanas. Tu peux les modeler, et du coup, à mon avis, Kenpachi, lui, c'est malgré lui que sa forme a été modelée par rapport à sa grande puissance, beaucoup trop débordante. Dernier point à aborder, donc, c'est le fait que Kenpachi, il y va à 100% là contre le Miracle. Déjà, il sort son Shikai, Nozarashi. Il a bloqué à deux mains, il a bloqué l'attaque de Valkyrie. Et, dernier truc, il a retiré son cache-œil. Ce qui veut dire que là, il est à 100%. Et 100% avec Kenpachi, c'est jamais vraiment 100%. On sait qu'il y a toujours une marge de progression avec Kenpachi. Ce qui prouve que là, ce combat veut vraiment le mettre, mais dans ses retranchements les plus absolus, et du coup ça va pousser ses limites, ça va le pousser à grandir, et ça va enfin nous montrer de quoi est capable une puissance, un potentiel de guerre. Donc voilà, je pense que ça va être très intéressant, et le fait que les deux, Kenpachi et le Miracle, soient des puissances exponentielles, sans limite réelle, et ben ça va donner un combat absolument fou, je pense. Et dernier truc à dire, juste un truc, la forme Shikai de Kenpachi, je la trouve plutôt stylée, le grand hachoir avec la plume derrière, c'est assez pas mal, je trouve que ça donne un petit côté à la fois très très puissant, très berserk, très extrême, mais en même temps avec le petite touche très un peu asiatique si vous voulez, avec la plume et la petite décoration au bout, donc c'est plutôt pas mal. Mais il y a un truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que c'est un petit peu trop gros pour moi. Je trouve que c'est un peu encombrant, à la fois dans le dessin, toujours obligé de prendre une énorme case pour le montrer, et aussi le fait que ça paraît pas très facile à manier, et je trouve que du coup ça ralentit un petit peu la dynamique des combats.
Je trouve que son Shikai, à moins que ce soit pas assez... C'est un petit peu comme le Shikai de Love. Vous voyez l'espèce de grosse masse d'Oni. Heureusement, le Shikai de Love avait une capacité spéciale qui était celle d'envoyer des boules de feu, ce qui est plutôt cool. Mais là, en ce qui concerne Kenpachi, c'est plus un combattant physique pur. Et le fait qu'il soit encombré avec une si grosse hache, moi ça me gêne un peu. Après, voilà, comme je l'ai dit, le Shikai est plutôt cool, il a une bonne gueule, et voilà, on est content enfin de voir le Shikai de Kenpachi pour la deuxième fois en action, et que là, on va enfin pouvoir le voir bien développer son Shikai, puisqu'on n'est plus dans le mode découverte de son Shikai. Donc voilà les amis, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le chapitre, j'espère que ma review vous aura intéressé, et nous nous retrouvons ce week-end, où je vais enfin sortir une vidéo que j'avais promis la semaine dernière, un petit peu spéciale, donc sur Bleach. Allez les amis, ciao.